Merci d'être présent aujourd'hui pour ce lancement de recueil d'activités adaptées pour les proches aidants. En 98, avec le centre de jour, on a fait une entente pour partir un nouveau groupe pour les personnes atteintes de déficit cognitif, pour donner du répit aux familles et continuer à stimuler les personnes pour les garder, même s'ils sont en dégénérescence, de les garder actifs le plus longtemps possible et conserver leur habilité. À travers ce partenariat-là, les premières années, on faisait des dîners pour Noël, des activités un peu plus d'envergure. Alors, les proches aidants accompagnaient leurs aidés à ces activités-là. Et ils venaient très émus à ces moments-là parce qu'ils reconnaissaient comme pas leurs proches. Ils les voyaient sur un autre jour. Ils voyaient le plaisir qu'il y avait à écouter la musique, à danser, etc. Je faisais des petits communiqués aussi au début. Puis ils savaient un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient dans la journée et dans le mois pour voir, pour être capable de converser ensemble. Fait que ça les a amenés à nous demander, on peut-tu avoir des jeux pour continuer à la maison? Fait qu'on en donnait un petit peu, mais c'est jamais sans... Des fois, on l'oubliait, des fois, ça revenait. Fait qu'à un moment donné, dans quelques années plus tard, on a fait un sondage auprès des proches aidants pour encore mieux cibler leurs besoins. Et ils nous ont réitéré cette demande-là d'avoir des jeux pour continuer à la maison. On a mis la main à la pâte, on a commencé à répertorier davantage les jeux qu'on faisait en vue de faire un recueil à ce moment-là. On savait que ces activités-là, ils sont plus ludiques, récréatifs, mais sont essentielles pour la qualité de vie, autant pour les proches aidants que pour la personne aidée à ce moment-là. Alors, petit à petit, on ramassait les activités. Au fil des années, il y a des partenaires qui se sont joints à nous et qu'on apprécie énormément. En premier, la coopérative Services Multiples qui ont accepté de mettre à la disponibilité à leur Jujuthèque pour remettre les recueils aux proches aidants quand ils vont venir. Mais notre principal partenaire, on ne pensait pas on aurait eu un si beau cadeau, si on peut dire ça comme ça, c'est avec le cégep de Joliette, avec toutes les 4 années des étudiants qui ont participé. Ils nous ont fait des activités pour le recueil. Tous ces partenaires-là ont cru en ce recueil-là de jeux d'activités. Cet outil, en premier, même si on veut que c'est un moyen, c'est vraiment une source d'inspiration qu'on veut amener pour les proches aidants et à leur aider à vivre des moments de plaisir et de gaieté ensemble un peu plus longtemps que juste penser aux soins de la personne, d'avoir de l'agrément aussi. Moi, j'aime toujours rendre concret ce qu'on apprend à nos étudiants. Donc, c'est des étudiants en technique d'éducation spécialisée avec lesquels moi, je gravite, puis j'enseigne surtout en première année. Donc, le partenariat s'est fait vraiment dans le cadre de mon cours où la demande qui a été faite, c'était de bâtir des activités pour les proches aidants, mais surtout dans un langage simplifié, en sachant très bien que c'est une clientèle qui a le lot, entre autres, de leurs responsabilités au quotidien, puis qui n'ont pas le temps nécessairement d'apprendre et de lire. Donc, il fallait que ça soit simple, très lié à leur quotidien, avec des choses qu'on retrouve à la maison. Donc, le défi a été lancé aux étudiants. C'est des étudiants de première année qui, eux, la clientèle vieillissante, à part leurs grands-parents, leurs références étaient plutôt limitées. Donc, ça les a amenés un peu à aller un peu plus loin sur c'est quoi un peu un déficit cognitif.
Et là, Sylvie Gagnon, qui est venue rencontrer tous mes étudiants. Au fond, j'avais 4 groupes qui totalisent autour de 96 étudiants qui ont été sensibilisés à ce projet-là. Et leur défi, c'était de monter une activité adaptée pour les proches aidants dans leur quotidien. Donc, là, il fallait qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'on retrouve dans une maison, qu'est-ce que je peux prendre dans une maison qui peut susciter, au fond, un intérêt pour la personne. Puis en plus, ben, y a-t-il une façon autrement de faire quelque chose que je connais déjà? Un jeu de cartes ou comment jouer différemment à un jeu qu'ils connaissaient déjà. Donc, les étudiants sont partis avec ce défi-là de monter l'activité et j'ai doublement lancé le défi aussi de leur dire, ben là, la maladie, elle évolue dans le temps. Donc, au début, les gens ont certaines capacités, puis plus la maladie évolue, plus leur capacité diminue. Donc, ce que j'aimerais, à travers votre choix d'activité, que vous puissiez graduer, au fond, le niveau de difficulté qu'on rencontre dans l'activité. Donc, ce que je leur ai demandé, c'est vous allez trouver des variantes. Donc, vous allez trouver une première façon de jouer. Puis ensuite, selon la dégradation de la maladie, comment, de façon plus simple et encore plus simple et encore plus simple, avec le même matériel de l'activité, comment la personne peut animer un peu cette activité-là. Donc, c'est un peu sous ce cadre-là que j'ai proposé à l'organisme ici de faire des fiches d'activité avec du matériel. Des fois, il y a du matériel de fourni, d'autres fois, on suggère des objets à prendre dans la maison, du quotidien, aller chercher des ustensiles, aller chercher différents objets, puis voici ce que vous pouvez faire avec ces objets-là, puis de quelle façon vous pouvez animer ça avec votre personne. Donc, de façon générale, au niveau des activités reliées au recueil d'activités, c'est pas mal comme ça que les étudiants ont travaillé. Donc, ça a donné lieu à au-dessus de, je dirais, pas loin de 60 activités avec 3 variantes au niveau de chacune des activités. Donc, j'ai concilié ça dans un cartable, puis là, j'ai donné ça à Sylvie qui a fait beaucoup d'ouvrages par la suite, de sélectionner s'il y avait des choses semblables, s'il y a des choses qui se répétaient, tout ça. Mais les étudiants, ce que ça a donné pour les étudiants, entre autres, dans les commentaires qu'ils me donnaient, ça m'a donné un moment même privilégié avec mes grands-parents où je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils aimaient. J'ai même une étudiante qui a utilisé son père, c'est une étudiante qui est adulte, puis elle a utilisé son père qui l'a aidé à fabriquer son matériel. Donc, il y a eu des échanges même de la part d'étudiants et de leurs parents. Puis j'ai même des étudiants qui ont des grands-parents qui ont des déficits cognitifs. Donc, ça les a doublement, au fond, servi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, le projet a été que bénéfique pour nous. Et en toute humilité, je suis venue porter ça aux filles à fin juin en leur disant « c'est imparfait, je sais qu'il reste encore d'ouvrages à faire », mais ce fut une expérience très enrichissante, puis qui est allée au-delà des objectifs même de mon cours, là, parce que les étudiants ont travaillé fort vraiment là-dessus, puis moi aussi. Je vous en cacherai pas. Bien, merci. Ma mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, m'a amenée à travailler dans ce domaine-là. J'en ai pris soin pendant 11 ans, jour après jour, puis j'ai bien aimé ça. Je l'ai fait avec joie. Imaginez-vous que pendant 30 secondes, vous ne vous souvenez plus de vos proches, que vous n'êtes plus capable de vous souvenir du passé ni du présent, et ce, sans comprendre pourquoi. Parfois, ces personnes ont des moments de lucidité qui nous surprennent. Les personnes atteintes de problèmes cognitifs ne se définissent pas par les technologies, le matériel, leur acquis, mais bien par le moment présent. Je veux partager avec vous les bienfaits du jeu. Jouer à des jeux avec des personnes atteintes de problèmes cognitifs nous permettent notamment de briser leur isolement, d'échanger avec elles dans une atmosphère détendue,
d'avoir un lien de proximité avec elle, de réagir de façon positive, comme se rappeler des souvenirs, faire des blagues ou rire ensemble. Les jeux nous permettent d'interagir avec ces personnes de manière plus divertissante que lorsque nous leur prodiguons leurs soins quotidiens. Il est important d'agir le plus normalement possible avec ces personnes atteintes. Il suffit d'accepter leurs limites, de respecter leur rythme en vivant une journée à la fois. Même si elles ne sont plus capables de communiquer avec nous par la parole, il faut trouver d'autres moyens de communiquer avec elles en essayant d'aller chercher leur intérêt. Par exemple, nous pouvons leur poser des questions simples auxquelles elles peuvent nous répondre par un hochement de tête, un sourire ou un regard qui en dit long. Il faut savoir interpréter leurs réactions. De là l'importance de prendre le temps et de s'arrêter. Ma mère ne semblait plus savoir comment parler, mais quand on chantait un air connu avec elle, à notre grande surprise, elle était capable de les dire. Puis moi, je visite une personne dans un centre d'accueil, puis elle aime ça faire des prières, j'en fais avec elle, puis quand elle me parle de choses et d'autres, c'est vraiment incompréhensible, mais les prières, elle les sait par cœur. C'est vraiment étonnant. Je tiens à remercier les personnes qui ont pensé à créer et à adapter les jeux que nous retrouvons dans ce recueil. Personnellement, être en contact avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentée m'a permis d'acquérir une patience et une force morale insoupçonnée que je n'aurais jamais eue avant. Merci. Ce recueil-là, ça veut vraiment une inspiration, un genre de guide pour les proches aidants, mais aussi pour les familles, les bénévoles, les intervenants qui soutiennent toutes personnes qui ont un déficit cognitif, mais qui veulent continuer à partager des activités de loisirs avec eux, malgré leur perte d'autonomie significative. Les activités qu'on propose dans ce recueil sont un prétexte pour garder la communication, entretenir la relation et maintenir et stimuler leur autonomie à travers les gestes du quotidien. À travers tous les jeux qui ont été pensés, les activités, on s'est appuyé sur 2 approches pour les présenter. La première, c'est la philosophie de l'humanitude, qui favorise la communication en utilisant le regard, la parole et le toucher. Le regard est le premier geste que l'on pose pour entrer en communication avec l'autre. Il peut être un frein si la personne est peu regardée lors d'une activité, si le regard est fuyant, méprisant ou d'évitement. Ou le contraire, le regard peut favoriser l'échange et s'il est porteur de sentiments comme la tendresse, la fierté, la reconnaissance et la protection. Comme nous sommes des aides de communication, la parole, le choix des mots et le ton jouent un rôle important lorsque nous voulons échanger avec une personne atteinte de déficit cognitif. Les gestes corporels, le non-verbal devient plus important que la perte d'autonomie ne leur permet plus de choisir les bons mots pour s'exprimer, mais ce qu'ils ressentent est important. Et le toucher est indispensable et complémentaire à la parole et au regard, parce qu'il est un atout essentiel pour prodiguer des soins, assurer les déplacements sécuritaires, assister à l'habillement ou toute autre activité quotidienne. La deuxième approche est la méthode Montessori, qui est centrée sur la personne et vise son autonomie. Cette méthode favorise le maintien des capacités et des habiletés, la dignité et le respect de la personne en réalisant des activités porteuses de sens et la possibilité de jouer un rôle social. La maladie entraîne aussi l'isolement social, d'où l'importance de garder contact,
de communiquer avec la personne malgré la perte d'autonomie. La personne s'engage dans des activités récréatives et porteurs de sens pourra continuer d'entretenir ces liens significatifs et d'interagir positivement avec les gens de son entourage. Ces activités qu'on propose dans le recueil aideront les proches aidants à percevoir davantage ses aptitudes et ses compétences malgré leur perte. Les jeux que l'on propose dans ce recueil visent avant tout d'amener la personne à continuer d'être émerveillée et stimulée. Elles sont aussi un prétexte pour instaurer des moments d'échange et de partage selon les goûts, les intérêts, les valeurs et les expériences de la personne, ou tout simplement être un moment de détente et de plaisir. Alors, le recueil est divisé en 2 catégories de jeux. Il y a les jeux individuels, ou qui peuvent se faire seuls ou accompagnés. Et il y a les jeux qu'on a regroupés sous thème famille ou groupe. C'est des jeux qu'on propose qui peuvent se faire en famille ou en groupe. Puis, vous allez trouver aussi dans le recueil une liste de suggestions d'activités liées aux instants de la vie quotidienne, car les gestes du quotidien peuvent devenir une activité en soi. Alors, on souhaite que ce recueil aide les proches aidants à trouver des instants de plaisir dans les gestes du quotidien, afin de continuer à vivre des moments agréables avec leurs proches, ainsi que de maintenir leur capacité, leur intégrité le plus longtemps possible. Moi, je veux remercier les personnes qui ont travaillé très fort à faire rendre disponible cet outil-là. Les étudiants, évidemment, au départ, avec Madame Ricard, mais également ici à l'interne, Suzanne et Sylvie, qui ont beaucoup travaillé pour rendre cet outil-là disponible. Mais je vais revenir aussi sur votre intervention, M. Lannoy. Oui, c'est un outil qui aurait été nécessaire il y a quelques années. Mais je veux remercier les proches aidants qui ont contribué à rendre cet outil-là disponible. C'est grâce à vos commentaires depuis toutes ces années-là. Je me souviens qu'à un moment donné, on est allé vous voir à Sainte-Julienne. Vous étiez présents, peut-être que vous n'en souvenez pas. Vous étiez présents dans l'Assemblée. C'était Suzanne et moi qui étions allés rencontrer les proches aidants, que vous nous aviez fait part de vos besoins. Si les proches aidants qui étaient à ce moment-là ont sorti de l'ombre pour venir dire c'était quoi leurs besoins, vous n'aviez pas été là, mais peut-être qu'on ne serait pas rendu aussi loin aujourd'hui au niveau de la réponse aux besoins des proches aidants. C'est aussi grâce à votre participation. Fait que, bravo. Le recueil va permettre 3 choses que je peux dire. Je dis souvent cadeau parce que c'est vraiment l'étincelle là, qu'on voit dans les yeux quand on fait ces jeux-là avec les personnes. C'est vraiment inestimable là-dessus. Fait que c'est être présent avec l'autre personne, le plaisir et les échanges qui se fait, comme disait Lucie tantôt, les petits bouts de parole par le jeu. En tout cas, il y a une petite chose qui se fait, qui file comme l'éclair, mais qui est vraiment là, inestimable. C'est vraiment super beau à faire avec eux autres. Merci beaucoup.